Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, deux éléments, alors parfaitement incompatibles. Les orages et le vélo. Vous allez voir ça, mais on va commencer avec les orages et tout cela est quand même absolument passionnant. Vous allez voir ça, on a en France un leader mondial de la détection de la foudre. Et donc on repart avec le vélo. Colombe Monnoyeur est avec nous. Bonjour Colombe. Bonjour, enchantée. Fondatrice de Red Wheel. Et alors, c'est intéressant, donc j'ai écrit nouveau modèle pour le vélo. C'est-à-dire que il faut qu'on parle du départ de votre réflexion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur une forme de surchauffe, finalement, de l'ensemble de la demande, de l'ensemble de cette industrie, de l'ensemble des modèles commerciaux. Et il faut inventer des choses nouvelles. Ah oui, sûrement. Alors là, vous parlez du contexte Covid, mais sauf que moi, l'idée, elle est venue avant le Covid. Donc, de la location, parce qu'on va parler de location. Elle est venue avant le Covid. Elle est venue avant le Covid. Moi, elle venait d'un constat, alors d'un double constat. Un mois, rapidement, sur ma vie professionnelle, après 15 ans en marketing, communication, pour des grandes marques. Alors, des grandes marques engagées, ça, c'était quand même un ancrage fort pour moi, en développement durable. J'avais envie d'entreprendre et puis de lancer un projet qui m'importait moi. C'est bien ça. Et puis, croiser... Alors, je suis obligé, je peux vous demander à quel âge ? Quel âge ? Oui, quel âge cette rupture-là ? Ça m'intéresse beaucoup, moi, ça. Juste avant 40 ans, j'imagine que c'est assez classique. Oui, c'est ça. Ouais. J'imagine que c'est un grand classique. Bon, écoutez, moi, c'était mon envie. Non, parce que quand on le fait, on peut le faire aussi plus tard, un peu plus tard, où les risques sont moins importants. Là, c'est quand même 40 ans, c'est une sacrée prise de risque. C'est-à-dire que Alors moi c'était un risque complètement calculé. Ouais. C'est un risque que je prenais en sachant que si ça fonctionnait pas, je pouvais revenir facilement à ce que je faisais avant. Vous êtes sûr ? Oui, et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est l'acceptation de ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'avais pas peur de revenir en arrière. D'accord. Il n'y avait pas de rejet non plus de ce que je faisais avant. C'était vraiment d'envie de suivre mon envie. Donc c'était vraiment un risque calculé que j'ai pris, que je suis heureuse d'avoir pris et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et donc à ce choix de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est croiser une problématique plus personnelle et assez basique pour une Parisienne, qui est que j'ai vendu ma voiture, j'en pouvais plus des bouchons, du stress, du trafic, et que moi je cherchais à changer ma façon de me déplacer. Donc assez vite, comme je voulais aussi un peu mettre d'activité physique, liée au assez vite on arrive sur le vélo, effectivement. Voilà, on arrive assez vite sur le vélo et on arrive surtout sur le vélo électrique, parce que le vélo électrique c'est une vraie solution quand on a envie d'en faire tous les jours pour faire des déplacements professionnels, pour arriver frais, et puis pour faire des déplacements un petit peu plus longs aussi que du vélo classique. Ah mais oui, non, mais enfin après on en parle maintenant assez régulièrement, mais l'image que moi je prenais à l'époque, c'était quand même celle, pour moi c'est comparable du téléphone et du téléphone portable. Le vélo et le vélo électrique. Je pense que la rupture est la même et que tout à coup, ce qu'on peut faire avec un vélo électrique, le champ des possibles devient absolument considérable. Ça devient un outil du quotidien. Oui, mais au-delà de ça, vous pouvez transporter davantage de charges. On s'est beaucoup gossé là. C'était où ? C'était à Strasbourg. Ces gars qui transportaient des parpaings, les parpaings qui étaient déchargés, vous avez suivi ça, qui étaient déchargés au bord du canal, et les gars les transportaient à vélo. Alors j'ai pas suivi des parpaings particuliers, mais effectivement, on voit que le champ des possibles est considérable. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a amené vers la location ? Il y a une problématique de prix à ce moment-là, c'est ça le sujet ? Alors il y avait un peu une double problématique qui était d'un côté, effectivement, si on veut passer au vélo électrique, les solutions, il n'y en avait pas 25 à l'époque. C'est soit vous achetez, et moi je voulais de la qualité, je voulais être rassurée, et je voulais avoir un vélo qui ait des bonnes performances. Et puis je voulais aussi un peu de confort, parce que mine de rien, quand on lâche une voiture et on veut l'utiliser tous les jours, on va être bien installé, même sur un vélo. Tout à fait. Et ça a un prix en fait. Et donc c'est un engagement financier, un bon vélo. Aujourd'hui, ça vaut au moins 2 000 euros, 2 000, 2 500 euros et même beaucoup plus. Oui, ça monte beaucoup plus haut maintenant. Et donc, c'est un engagement financier qui est quand même un frein assez fort. Et puis, en face de ça, l'autre solution, c'était le vélo partagé. Et le vélo partagé, par exemple, à Paris, c'est le Vélib, ou d'autres acteurs de free floating que vous voyez dans la rue, comme Lime. Et ces vélos-là, vous devez marcher pour en trouver un. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas sûr qu'il soit très propre, qu'il soit très fiable, qu'il marche bien. Donc, c'est un outil qui est un peu moins fiable quand on veut une utilisation du quotidien.
Et donc sur cette base-là, je me suis dit qu'il y avait quand même un espace pour une autre voie qui était un peu finalement alliée le bon côté de ces deux voies-là, c'est-à-dire l'exclusivité d'un bon vélo de qualité et en même temps la sérénité du vélo partagé où on n'a rien à gérer. Ouais, c'est ça. C'est là qu'est née l'idée de Red Wheel. C'est là qu'est née l'idée de Red Wheel, donc location plus service. Exactement. Donc Red Wheel, c'est une offre qui se veut premium de location de vélo électrique en abonnement mensuel et sans engagement. Ça, c'est aussi un vrai point important. Comment ça marche ? Vous allez sur le site red-wheel.com, vous prenez votre abonnement et puis... Non, j'adore les vendeurs, mais l'idée n'était pas forcément de faire, vous voyez, la plaquette de présentation du truc. Non, c'est pour vous expliquer le service, comment en fait il fonctionne. Oui, mais alors bon, c'est assez simple, quoi, quand même. Mais le sans engagement, alors ça, par exemple, c'est un truc, on ne reviendra pas en arrière là-dessus, par exemple. On peut plus aujourd'hui, dans des systèmes de location, demander des engagements parce que. Alors. Quand on démarre, ça sécurise une partie de la trésorerie quand on démarre une entreprise. Alors nous, l'idée du premium aussi, c'était d'apporter beaucoup de simplicité et de flexibilité. Donc cette promesse du sans engagement, elle apporte ça. Mais effectivement, on a fait le choix d'avoir une offre parallèle où on propose aux gens de s'engager minimum 6 mois. On voulait voir justement ce que ça allait donner sur ce type d'engagement. Ouais. Et on se rend compte en fait que dans nos abonnés aujourd'hui, on est à peu près à moitié-moitié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, ces offres de location et ce niveau de flexibilité, il est aussi complètement une alternative à l'achat. C'est-à-dire que les gens, en fait, ça va remplacer l'achat. Et donc, c'est des gens qui vont rester longtemps. C'est des gens qui ont plus envie d'acheter, qui ont envie de gommer toutes les contraintes de l'achat, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est évidemment... gérer l'entretien, gérer les révisions, gérer le vol, mais aussi gérer la fin de vie du vélo. Qu'est-ce qu'on en fait à la fin ? Vous connaissez comme moi sûrement beaucoup de gens qui ont un vieux vélo qui traîne au fin fond de la cave ou à la campagne, qui n'a pas bougé depuis des millions d'années. C'est pas très écolo. Le fait de tout internaliser fait aussi qu'on va gérer la vie du vélo. Bon. Et vous, en échange, vous avez toujours un vélo surtout qui est en parfait état de marche. Alors, pour l'instant, vous commencez dans les beaux quartiers là. Ça se passe Paris-Ouest, Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, etc. Donc, on est tranquille. Derrière, vous prenez des engagements, par exemple, parce que c'est là où la surchauffe de l'industrie commence à m'intéresser, c'est-à-dire intervention dans les 24 heures. C'est ça, ouais. J'ai vu, intervention dans les 24 heures si jamais il y a un problème mécanique. Bon, c'est des engagements qu'il va falloir tenir si le succès, et je l'espère pour vous, est au rendez-vous. Écoutez, en fait, nous, on a une façon de fonctionner qui permet cet engagement en 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement réparer sur place. La plupart du temps, on va remplacer le vélo. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir juste un modèle de vélo simple. Ouais, vous n'êtes pas attaché à un seul vélo. Ce qu'on vous propose, c'est un service. C'est un vélo toujours en bon état. Donc, si votre vélo est plus en bon état, on vous donne le même et on vous le remplace. Et puis, nous, on va gérer derrière les problématiques de timing, de réparation. Et ça nous aide à tenir ces engagements-là de 24 heures. Mais il y a un sujet aujourd'hui, par exemple, sur la main-d'œuvre, sur les gars qui sont capables de réparer des vélos. Ça va devenir un métier en tension et en très forte tension ? En très forte tension. Et d'ailleurs, on a vu que le gouvernement avait lancé des écoles de formation pour... C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, se former à réparer des vélos, c'est pas idiot comme projet de vie. C'est un métier d'avenir. Exactement. C'est un métier d'avenir. Il y a beaucoup de monde qui se met au vélo. Et donc, il y a beaucoup de monde qui va avoir besoin de réparer ses vélos, que ce soit sur des systèmes de location ou d'achat. Nous, pour le moment, au démarrage, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Ridey, qui est un partenaire reconnu sur le marché, qui a l'habitude d'entretenir des flottes d'entreprises. Et puis, on va voir avec l'évolution de la boîte si vous internalisez ou pas. Exactement, en fonction et des villes aussi dans lesquelles on sera et du niveau de développement de chaque ville. La question du Made in France, c'est une question intéressante, ça ? En tout cas, c'était une vraie conviction. On est une start-up française. On voulait autant que possible s'ancrer en France. Donc, on a fait le choix de prendre un fournisseur de vélos français. Alors, c'était pas que sur du Made in France. C'est aussi parce que c'est un fournisseur qui a un savoir-faire. Il y a quoi de Made in France ? Parce que pour le. Alors, vous avez raison. Ceux qui connaissent le vélo le savent. Il y a un japonais qui s'appelle Shimano qui fait tout, quoi, globalement, et qui est. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de dire vraiment du Made in France. Ce sont des vélos qui sont assemblés en France. Voilà, c'est ça.
Exactement. Mais on a quand même, c'est quand même de l'emploi qui est basé en France et ça c'était important aussi dans la démarche d'une start-up française. Mais dans votre idée, et sans doute que vous regardez un petit peu ce qui se fait, enfin les offres sont en train de fleurir absolument partout, l'idée de reconstruire une filière industrielle totale, c'est quelque chose qui vous intéresse, enfin auquel vous voudriez participer si jamais il y avait une réelle demande. On voit Marc Simoncini par exemple qui fait un accord avec Seb. Enfin, c'est quand même super intéressant, ça. Là, on est sur des usines et sur de la vraie production. C'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça, à un moment. Nous, pour le moment, en tout cas, à nos stades de développement, mais même à court terme, notre métier, c'est pas d'être fabricant de vélos. Clairement. Nous, notre métier, c'est de faire du service. Donc, c'est de trouver le meilleur vélo qui va pouvoir répondre aux besoins de nos abonnés. Donc, c'est un vélo qui soit de qualité, performant, hyper confortable. Ça, c'est un point important. Et vraiment trouver la meilleure offre pour nos abonnés et de construire le package de services qui va autour. Mais pour le moment, on n'est pas fabricant de vélos. Mais notre objectif, c'est évidemment de suivre l'évolution du marché et d'adapter notre offre au fur et à mesure. Juste une dernière question. Parce que j'imagine que vous devez un petit peu sonder vos premiers clients, c'est des gens qui, comme vous, abandonnent la voiture pour se mettre au vélo ou des gens qui abandonnent le métro pour se mettre au vélo? C'est une question que je me pose. Alors on a un peu de tout, mais je vais dire qu'il y a même un troisième type. Il y a des gens qui sont déjà des convaincus du vélo et qui sont intéressés par le côté financier, lissage des dépenses, qui est vraiment important. Il y a des gens qui sont intéressés, qui ont vendu leur vélo ou qui avaient acheté des nouveaux vélos du marché qui étaient un petit peu déçus, ou qui reviennent finalement à une solution d'abonnement. Parce que ça aussi, c'est un truc intéressant. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que la profusion de l'offre est quand même, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Les moteurs, vous avez des puissances qui sont exprimées dans des métriques que vous ne maîtrisez pas. Ouais. Donc c'est vrai que vous offrez là-dessus une forme de sécurité. L'idée, c'était d'avoir vraiment un vélo dont on est sûr. Vous en avez marre de regarder tout le marché. Si vous venez chez nous, vous êtes sûr d'avoir de la qualité, de la performance et puis une bonne autonomie. Vous n'avez pas de questions à vous poser en fait. Donc ça, nous, notre objectif, c'est vous faciliter le passage au vélo électrique, de vous aider à sauter le pas en toute sécurité. Voilà. Et donc, la voiture ou le vélo, moitié-moitié. La voiture ou le métro, plutôt. Non, parce que en termes de gains écologiques, si on abandonne le métro pour monter sur le vélo, c'est pas très bien, mais c'est pas évident que ce soit un vrai gain. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit plus, c'est plutôt de la voiture, mais il y a aussi du vélo. Sachant que le vélo, les gens qui passent au vélo, en général, deviennent piqués assez vite et donc vont faire 90% de leur trajet. Mais il y aura toujours 5%, il faut transporter des choses, voilà, où le métro sera encore utile. Hein. On est dans un monde un peu multimodal. Le vélo en fait partie et va développer sa part de plus en plus, je pense. Red Wheel, donc, allez voir ça. Colombe Monnoyeur était notre invité sur Bismart. Et donc on termine avec Dominique Lapère de Chavardès. Bonjour, bonjour. Dominique, président de Météorage. Il y a plein de choses qui m'intéressent, on n'a que 10 minutes et donc il faut aller vite. La première chose qui m'intéresse, parce qu'on est Bismart et qu'on est du business, c'est que vous êtes un spin-off de Météo France, d'une certaine manière. Comment ça se passe, ça? J'ai vu que vous aviez plutôt une formation commerciale, d'ailleurs. Oui. Alors, on va parler des orages. Et donc, c'est vous qui avez fait une forme de spin-off de Météo France? Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, dans ce cas-là, Météo France a racheté une compagnie qui existait déjà, qui avait été créée comme une start-up. Ouais. Et Météo France l'a racheté parce que c'était un domaine d'intérêt évident pour Météo France. Et c'est vrai que c'était la première fois que Météo France avait une filiale, puisque c'est une filiale, donc. Et ça a donné envie d'en faire quelques-unes, d'autres, dans des niches. Et donc, et j'ai été l'acteur, en fait, pour tout dire, à Météo France, parce que je viens moi-même de Météo France. Mais oui. Et donc, ça m'a donné envie, et j'ai été suivi par Météo France, de créer quelques filiales, dont une qui s'appelle Predict Service, qui gère le risque inondation, une autre qui porte les savoir-faire météo de français à l'international, Météo France International, et on en avait créé une, mais qui a ensuite évolué autrement, qu'on a créé avec Euronext, sur des produits financiers, en fait. Mais alors, je peux vous demander, Dominique, à ce moment-là, si je prends là Météorage, oui. C'est quand même une boîte qui fait aujourd'hui 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui.
Sur la structure du capital, Météo France garde une part du capital. Les 2 tiers. Les 2 tiers Les 2 tiers du capital et 1 tiers, c'est le co-actionnaire qu'on a scruté dès le départ, d'ailleurs, qui est l'industriel qui fabrique les capteurs, puisque on est dans la haute technologie. C'est le finlandais, c'est ça, hein? C'est ça, voilà. C'est ça, qui au départ était un américain et qui a été racheté. Donc, en fait, la technologie vient de l'université américaine, comme souvent dans les hautes technologies. C'est l'université de Tucson, Arizona, qui a créé une spin-off industrielle, qui a développé ce savoir-faire et qui, quelques temps après, a été racheté par le leader mondial de l'équipement météo, Vaisala, qui est finlandais, effectivement, qui est coté en bourse. Tucson, Arizona, où là, il doit y avoir des méga orages. Ah, c'est extraordinaire. Moi, du coup, j'y suis allé plusieurs fois. Ah oui, il y a de quoi se faire peur. Il y a de quoi se faire peur. Mais quand même, parce que c'est monstrueux. Non, mais l'intensité électrique d'un orage, c'est monstrueux. Sur vos prises électriques, vous avez l'ampérage. C'est 16 ampères, 32 ampères pour les gros disjoncteurs. Un coup de foudre, ça s'exprime en milliers d'ampères. Un petit coup de foudre, c'est 1000 ampères. Les très gros, c'est plusieurs centaines de milliers d'ampères. C'est monstrueux. Jamais on pourra récupérer cette énergie. Non, non. On a essayé. Elle est trop erratique, en fait. Non. Donc la réponse est non. On peut s'en protéger, on peut la prévenir, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas l'empêcher de tomber non plus. Non. Les gens qui veulent changer le climat, qui sont cassés les dents, et c'est une bonne chose. Oui, mais on ne peut pas l'empêcher de tomber, mais elle ne tombe pas toujours. J'ai appris, alors, en vous écoutant, absolument, que la majorité de l'activité électrique reste à l'intérieur des nuages, et ce n'est qu'une fraction. Ça dépend un peu des formes de nuages, mais 20% environ qui fait ce qu'on appelle un nuage sol, donc qui tombe au sol, effectivement. Et donc on détecte les deux, avec notre... On va y aller, bien sûr, mais cette seule fraction, c'est quand même... Il y a 100 impacts de foudre par seconde. Absolument, dans le monde. Dans le monde, dans le monde. Ça, on parle du nombre d'impacts dans le monde. Absolument. C'est absolument considérable. Alors, en France, heureusement, on en a beaucoup moins. Et on vient de publier, hier d'ailleurs, la statistique sur l'année dernière, qui est une année faiblement foudroyée, mais il y a quand même plus de 300 000 impacts qui sont tombés sur le sol métropolitain. Une année faiblement foudroyée. C'est mignon. On arrive à dire des choses et à prononcer des phrases qui sont magnifiques. Dans son truc, absolument. On en voit là, voilà, on en voit. Alors c'est du slow motion évidemment. Oui, alors ça, ce sont des caméras. En fait, on s'en sert pour des raisons techniques, mais du coup, ça fait des belles images. On a des caméras très rapides, à 7000 images secondes, qui nous permettent en fait, quand on va sous un orage, de détecter chaque impact. Et donc, on est capable ensuite de corréler avec notre système pour s'assurer qu'il les a bien vus, lui aussi. Ouais, c'est ça, fait pour ça, en fait. D'accord. Mais du coup, ça fait de belles images et on voit. Voilà, celui-là, il reste un, et là, il tombe par terre. Mais alors, donc, c'est la même intensité électrique que l'on voit descendre absolument. Oui. Et se diviser en multiples branches. Et avec des extensions qui peuvent être considérables. L'extension géographique horizontale peut être en dizaines de kilomètres. Donc oui, et tout ça dans des gros cumulonimbus. Dernière question d'ordre général avant d'aller sur l'activité de météorage. Changement climatique, les orages sont plus forts, moins forts. Là. Vous regardez les choses depuis 10 ans. Oui, 30 ans. 30 ans. Donc on a une vraie climatologie et la réponse est non. La réponse, on n'a pas de signal, on est dans la variabilité météorologique. Vous savez qu'on oppose, il y a 2 mots complémentaires, météorologique, climatique. Absolument. Et là, on est dans la variabilité normale météorologique. On n'a pas vu de signal climatique, même si les scientifiques nous prédisent qu'on aura effectivement... Alors, ça dépend un peu des régions. Par exemple, sur les régions méditerranéennes, on voit effectivement une petite évolution avec plus d'orages et avec plus d'activité électrique. Mais au niveau global, il n'y a pas de signal. Bon, alors, on ne peut pas l'empêcher de tomber, on ne peut pas la récupérer. Non. On peut essayer de prévoir l'impact. Et c'est là que l'activité de météorage commence. Oui, c'est ça. Le but, c'est de savoir effectivement, une fois que... En fait, on part d'une détection. Donc, on détecte que vous avez vu avec des images. Ça veut dire que ces éclairs, on les voit avec notre système. Et une fois qu'on les a vus, on est capable de mesurer de prévoir leur déplacement
sur une géographie, et donc de prévenir nos utilisateurs en disant cet orage-là, qui s'est formé, il existe, il est en train d'arriver chez vous. Et donc on leur donne une alerte jusqu'à 1 heure de préavis. 1 heure de préavis pour se mettre aux abris. Alors, pour se mettre, mais c'est pour surtout mettre en sécurité les réseaux. Mais c'est ça. Ce sont les deux choses. On n'a pas de raison d'être, mais pour autant, on s'est donné une mission qui est de protéger des vies, de sauver des vies, d'empêcher des accidents, et d'autre part, de protéger des installations. Et donc, nos utilisateurs, qui sont principalement des industriels, mettent en sécurité des installations, puisqu'en fait, les perturbations sont électrique, le phénomène est électrique, électricité atmosphérique, et crée des perturbations électriques. Et des perturbations électriques chez un industriel, ça peut complètement ficher en l'air une ligne de production. Évidemment, bien sûr. Voilà. Donc le but, une fois qu'on est prévenu, c'est d'avoir des procédures de mise en sécurité de ces installations. Mais alors, pardon, encore une question totalement idiote, mais la mécanique, si j'ose dire, ça se passe comment? C'est l'intensité électrique de la foudre qui pénètre dans le réseau et met tout en surtension? C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La plupart, pas tout. Les coups au but sont rares. Il est rare qu'une... Ça veut dire quoi, coup au but? Coup au but, ça veut dire qu'en fait, on la est directement... tombe sur le câble, Voilà, c'est ça. Ou sur le nœud de réseau. C'est ça. Ouais. Donc ça, heureusement, c'est rare. En revanche, elle tombe quelque part sur le réseau électrique et elle se propage tout au long du réseau, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, quand vous êtes sur cette propagation et que vous êtes soit chez vous avec une box qui saute, soit un industriel avec une machine à commande numérique, il y a tout ça qui saute, en fait. Ça. Et ça se fait à la fois par les réseaux et également, mais ça va moins loin, dans le sol. Donc ça se propage également dans le sol. Alors, vous parliez de mettre en sécurité les gens. Enfin, des morts foudroyés, ça reste... Heureusement. Oui, heureusement, mais... Heureusement, alors, ça dépend où. Dans le monde, ça reste une cause importante de décès. La 25e cause mondiale de décès, c'est la foudre. Il faut dire que... La 25e? Oui, absolument. Oui, donc c'est considérable. Ah, je suis sidéré. Oui, et il faut dire que on n'a plus les mêmes pratiques en Europe et en France, mais il y a beaucoup de monde dans l'agriculture en fait, et dans des pays très foudroyés, en Asie du Sud-Est par exemple, en Afrique. Ah oui, et si on lâche pas sa fourche quand l'orage arrive. Absolument. Et donc alors heureusement en Europe on n'a plus les mêmes habitudes, l'économie n'est plus la même, donc il y a moins de gens dehors à un moment donné, donc les accidents de personnes, en Europe c'est quelques petites centaines par an d'accidents de personnes, dont environ 10% avec malheureusement des issues fatales. Voilà. Évidemment, et je crois que, alors c'est combien? C'est près d'1 millier de campings qui aujourd'hui ont recours à ce service, par absolument. exemple. Oui, c'est ça. Et donc là, typiquement, dans des campings, des golfs, etc., tous les grands sites qui reçoivent du public, le Puy du Fou, Disney, etc., ça veut dire qu'il faut mettre en sécurité les personnes. Mettre en sécurité, c'est on arrête tous les jeux liés à l'eau. Enfin, tous les parce que c'est évidemment très conducteur. Et autant que possible, on fait rentrer les gens dans du dur. Donc, dans une maison, on est à l'abri, alors que sous une tente, on n'est pas à l'abri. Le paratonnerre reste une protection. Absolument. C'est une bonne protection. Parfaite. Absolument. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle va pas très loin, mais elle est très bonne. Si, bien sûr, elle est très bonne. Quand on est dans l'industrie, on a des choses plus sophistiquées. Ça, c'est des cache-maillets, des choses comme ça. Ouais. Et par ailleurs, il faut des protections électriques, donc contre les surtensions que vous évoquiez. Donc là, ce sont les parafoudres. Donc, ils fonctionnent comme des disjoncteurs, alors. C'est ça, absolument. C'est ça, absolument. Mais il faut les deux. Et malgré ça, il faut quand même être prévenu de l'orage pour mettre en sécurité ce qui ne peut pas l'être. Les meilleurs parafoudres ne protégeront jamais de tout. Il y a combien de capteurs météo-orage dans le monde aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on couvre l'Europe avec une centaine de capteurs. Et par ailleurs, on est capable de voir le monde entier avec un petit nombre de capteurs qui voient extrêmement loin, mondiaux. Donc on est capable de faire le même service modulo, des performances un peu plus light, y compris au cœur de l'Argentine, par exemple. C'est ce qu'on fait. Il nous reste quelques secondes à peine. L'importance des précipitations liées à l'orage, c'est un autre sujet, ça aussi. Oui, bien sûr. Mais qui n'a rien à voir en fait avec les éclairs, ou qui peut aussi. Si, être... en fait, un orage est caractérisé par la foudre. Quand il y a la foudre, c'est un orage. Et c'est quand il y a de l'orage qu'il y a des très fortes précipitations. Ouais. Donc c'est le meilleur proxy, pour utiliser un terme bien français, des orages très intenses. Et donc, oui, bien sûr, c'est le meilleur signe des orages violents.
On a un leader mondial Au fin fond du Béarn. de la Absolument. fond du Béarn, Absolument. de la connaissance de ce qui est une des plus incroyables puissances que la nature puisse C'est ça. aujourd'hui développer. Mais pour lesquels on a quelques moyens donc, de prévention. Donc on est là pour mitiguer les risques. Dominique Lapère de Chavardès, donc le président de Météorage, était notre dernier invité sur Bismart. Demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi. Colombe Monnoyeur, la fondatrice de Red Wheel, qui était donc notre invitée sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.